Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Ouais. Ah, mais c'est de la musique. Ouais, on pourra parler, en fait. On pourra parler de notre processus. on est déjà dedans. Salut! Wow! On parle de quoi aujourd'hui, Julien? On va parler de musique. On va parler de musique. Mais moi, avant même de rentrer là, j'ai un variant de communiquer, puis c'est de la musique aussi. Ben, Fait qu'on on lâche pas. Même ton texte, ta création à la fin va parler de musique. C'est un épisode spécial musique. Ouais, épisode musical, Exact. disons-le. Ouais, fait que salut Julien. Allô, Joël. J'ai une annonce à faire. Je pense qu'on en a déjà parlé au podcast, mon nouveau band. On est parti cette année avec des amis. On a fait quelques shows. On en a déjà parlé? Hein? On a-tu déjà parlé de service conseil? Service conseil. Service conseil, punk corporatif pour entreprise, B2B. On dessert votre secteur. Est-ce que vous donnez un papier pour le crédit d'impôt? On donne des papiers aussi pour le stationnement. Oui, c'est important. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Là. C'est très logistique. Il y a des contrats, il y a toutes sortes d'affaires. Est-ce que vous avez une carte fidélité pour les gens qui vont vous voir en spectacle? Oui, absolument. Après 3 spectacles, ils ont droit à une gratuité. Après 10. 10 Après 10, ils ont droit à un spectacle gratuit. Okay. C'est le classique des cafés. On s'est inspiré des cafés de troisième vague, puis des crèmeries. Puis... Fait que vous sortez un album. On sort un premier EP. Je ne sais pas comment appeler ça. EP, c'est un 7 tunes pour 17 minutes. C'est court, mais c'est pas... micro-album. Un micro-album. Ouais. Ça existe comme nomenclature. Ouais, mais en français, on peut dire EP aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Première parution pour Service Conseil. Service Conseil étant un band formé de Philippe Lupien, réalisateur de Vous n'êtes pas seul. Et Sébastien Guimond. Sébastien Guimond et Philippe Lupien étant mes deux amis d'enfance avec qui j'ai eu mon premier band quand j'étais ado. Tes partenaires de crime. Mes partenaires de crime. Et puis, il y a un peu plus d'1 an, quand j'ai sorti mon premier roman, Furet Masala, on a fait un spectacle. Puis on en a parlé en ondes de ça. On a fait un show du band qu'on avait quand on était kid. Je me souviens. Et puis à la suite de ce show-là, Philippe, il a fait comme « Eh bien, ça fait tellement longtemps. Je m'étais ennuyé de jouer du punk rock avec vous. On a eu d'autres projets, on a fait d'autres musiques, mais il s'était ennuyé de jouer du vieux, simple punk rock. On fait du pop-punk, on se part un petit truc. Fait que là, il est arrivé avec une couple de compositions, on a commencé à jammer, puis pendant cet été-là, le projet est comme né. Puis là, cette année, là, on est en décembre 2025, fait qu'en juin, on a joué un premier show, puis on a recordé un EP, le temps de le mixer, puis aussi, j'ai passé l'été à l'étranger, puis après ça, Philippe était souvent en Europe pour son film, dans des festivals, on n'était pas disponible vraiment. On a fait un show avec Octoplot en octobre, c'était cool. Puis là, on est rendu à release, fait qu'on sort un album, on fait un show de lancement. L'album est sorti le 18 décembre, dans notre futur, mais votre passé. Je comprends. Puis, on a fait un show le 19 de lancement. Comment ça s'est passé, Joël? Ça s'est très bien passé. Il y a eu des moments que, wow, ça m'a vraiment surpris. Puis c'était pas prévu que ça arrive de même. Mais regarde, il arrive ce qui arrive. J'étais-tu là? T'as pris une décision qui est en conformité avec tes besoins. C'est ça. Tu t'es écouté, dans le fond, par rapport à venir ou ne pas venir. Je comprends. Puis ça, j'adore ça chez toi. On commentera pas ça. Là. On commentera pas ça. C'est ton choix. Ça t'appartient. Ouais. Puis ça s'appelle comment, votre album? Ça s'appelle Accusé Réception. Ouais. En l'honneur d'une espèce de tune-titre de début et de fin d'album, dont la phrase qui revient toujours, c'est « Merci d'accuser réception de ce premier avertissement écrit ». Ah oui, des avertissements écrits. Oui. Ouais, on connaît ça. Puis, est-ce que... La thématique est Y2K. Là. La thématique, c'est Office Space ou un peu The Office. C'est un bureau, cubicule, du linge trop bouffant, les ressources humaines qui se mettent le nez dans les affaires ou qui n'ont pas vraiment d'affaires là. Puis c'est ça. Je sais pas d'où est venu le fait que c'est ça la thématique, mais au final, les tunes parlent pas directement de ça, mais parlent un peu du spleen du 9 à 5. Puis, t'as-tu une couverture, un artwork de fait? OK, mais on le mettra. Ben oui. On le mettra là. C'est sorti. Et là, on a fait une prod de cassette.
Une prod de cassette? Ouais. Mon Dieu. Je Fait sais que- pas de quoi pour écouter une cassette. Oui, on a des tunes en streaming. Puis en show, on va avoir quelques cassettes à vendre. On n'a pas fait une grosse prod. OK. Cassettes et une autre merch qu'on a fait faire, des tasses. Des tasses de café du band. Ah, puis ça pourrait faire comme un... Pour mettre des crayons dedans, là, un Oui, ben oui. porte-crayon. Un porte-crayon sous forme de tasse. Sous forme de tasse, qui est vraiment apprécié dans les bureaux. Là. Oui, absolument. Fait Mais que la en tasse service conseil, accusé-réception. On a comme un bonhomme qui est devenu notre logo. Puis les gens nous ont demandé, mais c'est quoi ce bonhomme-là? Pour vrai, c'est Philippe qui a dessiné un bonhomme, mais Ben, moi, quand je vois quelqu'un qui met ses crayons dans une tasse au bureau, ouais. ça me dit que t'es la plus coquette du Casual Friday. Est-ce que tu es la personne qui a un petit bol de verre rempli de bonbons? Oh! T'es Ça, une autre non, personne. mais ça, quand tu fais ça, là, t'es la célébrité du bureau. Ben oui, mais ouais. ça. Ouais. Ouais. Cool. Fait que c'est service conseil. Niveau musical, c'est du pop-punk. Puis je pense qu'on est trois musiciens avec beaucoup d'expérience derrière la cravate au niveau du stage. Fait que c'est le fun. Genre faire un show. J'ai joué dans des bands que c'était trop compliqué pour moi, la musique, puis c'était stressant, puis c'est chiant d'organiser un show. Puis on était 11 instrumentistes un moment donné, là, dans Grand Héron, toi et moi, là, puis tellement compliqué d'organiser un gig. Là, c'est pas ça. Là. On est un power trio avec du 4 accords, puis on pense qu'on fait quelque chose qui déménage quand même bien. C'est rock and roll, c'est le fun, puis ça nous casse pas la tête. Fait que je pense qu'on s'amuse. C'est plus facile d'apprécier la scène quand c'est pas compliqué. Ouais, puis c'est plus facile de se booker, c'est plus facile de... T'as moins besoin de pratiquer. Ouais, puis on n'est pas des virtuoses, puis on prétend pas l'être. Par contre, on donne un show le fun où on se pitch un peu partout, puis Malade. la musique va être le fun. Ouais. Cool. J'ai hâte de voir 2026 pour Service Conseil, parce qu'on va commencer à avoir une plateforme un peu. Là, on était très caché, on n'en parle pas trop fort, parce qu'on n'avait même pas de musique en ligne. C'était un start-up. C'était un start-up, ouais. Même à notre show qu'on a fait en octobre, il y avait une formation d'accueil pour les nouveaux. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Là, le show qu'on a fait il y a quelques jours, tu l'as vu parce que tu étais peut-être là ou ben, tu n'as entendu parler par les gens qui t'ont dit qu'ils avaient été là. Ouais. Mais on a fait on a décerné des trophées pour les trophées du bureau. Là. Tu sais, la personne la plus fourrable. Oh, shit! Non, je sais pas c'est quoi les trophées. En fait, les ça, trophées je pense sont... pas que ça passe au la RH, la moins fourrable, ça passe. La moins fourrable, ça passe. Fait un trophée de la personne la moins fourrable, la personne qui a le plus beurré à la bol cette année. Tu sais, des affaires de bureau. La personne qui passe le plus de temps aux toilettes. Oui, Okay. oui, c'est ça. Je comprends. Et voilà. Tu ne sauras pas c'est qui chez Choc qui passe le plus de temps aux toilettes. Là. On sait même pas. On n'est pas là à 16 heures d'ouverture. C'est vrai, t'as raison. Mais anyway, c'est probablement toi. Probablement Ouais. moi. J'ai des problèmes gastriques et puis je mange trop épicé, je veux le dire. Ben, sur ce, hein, je pense qu'on est prêt à commencer Oui. avec notre sujet principal. Notre point Godwin à nous, c'est quand on parle de digestion et on tombe un peu dans « OK, ben voilà, c'était un immanquable. On a fini par parler de choses un peu... plus Maintenant qu'on a couvert l'aspect crass. digestif de l'émission, passons à la démiurgie. Let's go! Est-ce que tu nous fais une petite présentation officielle? Ouais. Si tu viens de te joindre à nous, tu es sur les ondes de choc.ca avec Joël Et Julien. sur le meilleur podcast de démiurgie au monde, comme du monde. Comme du monde. Et aujourd'hui, on parle de musique. Moi, en fait, quand je t'ai lancé le pitch, je t'ai écrit Xénomusique, qui veut comme rien dire. Ça m'a juste tout de suite fait penser à François Pérusse. Xénomusique, ça t'a fait penser... Ah, zéro musique. Ah, je comprends. Xénomusique, perdu dans le mal. Doit être perdu dans le mal. Ouais. Mais ça, c'est juste parce que j'ai vu le mot, puis j'ai déjà entendu ça quelque part, Xénomusique. Puis j'ai dit, non, c'est zéro musique. Mais c'était comme un jeu de mots sur le fait qu'on avait fait comme xénobiologie, Ben oui, mais écoute, xénobotanie. on veut parler de démiurgie de musique, Ouais. mais si on l'exporte dans d'autres univers, c'est xénomusicologie ou xénomusique. Mais il n'y a pas juste cet aspect-là, l'aspect genre de la musique extraterrestre. Exact. Mais clairement, il va falloir en parler un peu. C'est quoi de la musique pour des sophones qui sont pas humains? Mhm. Parce que notre appréciation de la musique dépend hautement de notre appareil acoustique. Ouais, puis aussi comment t'introduis la musique dans quelque chose qui n'est pas musical. C'est-à-dire comment que la musique est amenée dans un roman, comment la musique est amenée dans un jeu de rôle. Ouais. L'amener dans l'œuvre. Ben, veux-tu nous starter? On va tout de suite faire un disclaimer. Julien,
ta carrière est en musique. Ouais. Moi, j'ai fait de la musique toute ma vie. Fait qu'on veut pas tomber dans le jargon technique. De toute façon, je suis pas aussi bon que toi dans le jargon technique, mais on va vulgariser certaines affaires pour des gens qui connaissent pas la musique au niveau scientifique puis qui s'en foutent. Là. Mhm. On va en parler, donc il va falloir vulgariser des trucs, je pense. En tout cas. Ouais. Ben, d'abord, je pense que la musique, dans un univers inventé, est comme intimement liée au langage, à la langue. Tu sais, les humains préhistoriques, le pré-Homo sapiens, n'avaient pas nécessairement la capacité de former des mots morphologiquement. Là, tu sais, le soutien pour l'air que ça nécessite de former une phrase, la morphologie des cordes vocales, de la bouche, de la langue. Fait que c'était, puis corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les premières formes de communication, c'était au niveau de la hauteur du son. Fait que de aigu à grave. Et aussi au niveau de la rythmique d'un son. Fait que je sais pas, on peut imaginer que si je faisais ben là, ça voulait dire danger, mettons. Fait que déjà, il y a comme une forme de musicalité qui apparaît dans le langage des gens. Dans la communication. Ouais. Et c'est ce qu'on trouve chez tous les animaux non humains. Ouais. Tu sais, les oiseaux chantent pour, tu sais, les castors battent de la queue, puis c'est une histoire de beat. Puis, fait que t'as ça de la communication, sauf d'autres cas. Là, les abeilles dansent. Il n'y a pas de son associé à ça. Ouais. Mais la communication passe pour beaucoup du règne animal par le bruit, par l'audio. Ouais. Fait que, commençons par ça. Si tu veux, là, mettons, on start scientifique et technique sur l'audio. Après ça, on ira dans des choses plus culturelles. All right. C'est quoi qui fait que quelque chose est de la musique? Ben, ça part de... Excuse-moi. Non, c'est une bonne question. Ça part de l'intention, je pense. C'est un sujet qui est quand même d'actualité. Là. On ne serait pas obligé de faire un podcast sur la démiurgie pour parler de ça. Exemple, moi, des fois, j'écoute des affaires que mes parents vont faire comme c'est de la musique, ça. Mm-hmm. Fait que je pense qu'en fait, ce qui fait que c'est de la musique, c'est pas nécessairement l'opinion de la personne qui écoute, mais c'est plutôt l'intention de la personne qui crée. Comme, mais on pourrait dire... comme un stand sur l'art en général aussi. Là. Il y avait une intention artistique, donc c'est de l'art. Mais on pourrait dire que la musique, c'est une organisation dans le temps de différentes hauteurs de son. Moi, à sa base, la plus simple, ça serait ça. Là. Fait que c'est sûr qui est intentionnel. Parce que si je fais une activité puis ça fait un bruit, mais que mon but... Tu sais, je suis en train d'écrire, puis ça fait... Exact. OK, c'est dans le temps, et puis il y a différents niveaux, mais mon but, c'est d'écrire. C'est pas que t'entendes mes gribouillis. Ouais, sauf que moi, je peux être en arrière de toi avec des micros, puis je capte ton gribouillis, et j'en fais avec des retouches là, vraiment au minimum. J'en fais une musique, parce que moi, mon intention, c'est d'en faire de la musique. Tu fais ça souvent avec... Non. OK, parce que souvent, je regarde derrière moi, puis je fais comme... Julien, puis là, t'es pas là, mais des fois, t'es là avec un micro, puis tu dis... Puis là, tu me fais comme... Ouais. Fait que c'est ça. Organisation dans le temps de sons, d'auteurs variés ou pas. Ça peut... Je sais pas pourquoi je mets le concept d'auteur, parce que tu pourrais avoir un instrument percussif qui génère aucune note de musique précise. Mm-hmm. Le concept d'auteur, c'est do, ré, mi. Do, ré, mi, fa, ça. Bon. Fait que t'as pas... tu peux avoir un instrument qui fait pas nécessairement de sons qui ont une hauteur, puis quand même faire de la musique. Là. Fait que quand on fait notre démiurgie, quand on construit notre univers narratif, si on veut parler de musique, on part avec ça. Ouais. Je pense que c'est une définition qui marche puis qui est tellement vaste qui permet toutes les choses qu'on peut se poser la question. C'est-tu une limite de la musique? Si oui, si on est capable de le rentrer un petit peu sur les confins de notre map de la musique, c'est peut-être un bel endroit où jouer pour que ça sonne extraterrestre, justement. Mm-hmm. Ah oui, c'est des sons qui se placent dans le temps puis qui sont intentionnels, mais ça ressemble vraiment pas à ce que nous, on considère de la musique parce qu'on est allé jouer dans quelque chose de complètement fucked up. Fucked. Mais t'as-tu vu l'épisode de Rick and Morty qu'ils vivent dans une genre de simulation faite par les extraterrestres? Human Music. Que Jerry dans son auto, puis il ouvre la radio, puis les extraterrestres sont comme « Ah, fuck, ça nous prend de la musique pour que l'immersion soit totale. » Puis là, ils génèrent un genre de human music. Beep, boop, beep, beep, boop, beep. Puis ça s'appelle comme « You're now listening to human music. » C'est ça. Puis Jerry trouve ça bon. Ah,
C'est bon, C'est ça. bon. C'est C'est vraiment, bon juste, groove. c'est vraiment juste des sons au hasard. Mais, ouais, puis en fait, c'était de la musique extraterrestre qui voulait se faire passer très maladroitement pour de la musique humaine. Ouais. Mais ça reste que c'est un exemple de ce que de la musique extraterrestre pourrait être. T'sais. C'est-à-dire que si tu n'as aucune compréhension du concept musical, ben, tu peux commencer à faire des sons un peu au hasard puis dire « Ah, ben oui, j'ai fait de la musique comme les humains le font. » Puis là, mettons qu'on part avec notre oreille. On parle de l'oreille humaine, puis ce qui est euphonique pour nous, ce qui sonne bien à notre oreille, ce qui est, comment on dit, consonant. Consonant, ouais. Fait que ce qui sonne bien à notre oreille dépend beaucoup de la physique. Ouais. Oui, parce que... Puis de comment notre cochlée pogne les sons, nos nerfs ciliés pognent les sons, puis ils communiquent au cerveau. Fait que j'ai vu que tu as fait une charte ici, puis je comprends un peu où tu t'en vas avec ça, mais peux-tu nous en parler? En fait, c'est que nous, l'oreille humaine entend à peu près, là, c'est une fourchette qui est donnée comme ça, mais c'est sûr qu'on en perd de chaque côté plus on vieillit. Là, mais dans les sons les plus graves, on part de 20 Hz, qui est 20 vibrations par seconde, jusqu'à 20 000 Hz. 20 000 Hz pour la personne qui n'a jamais été à côté d'un speaker dans un show de Cannibal Corpse. Ouais, clairement, toi, t'entends pas 20 000 Hz. Non, c'est ça. OK. Moi non plus. Mais on dit que c'est comme la fourchette des sons qu'on est capable d'entendre. Un son qui est plus grave va être un infrason, puis un son qui est plus aigu va être un ultrason. Et certains animaux vont entendre ces sons-là, Absolument. que nous, on n'entend pas. Ouais. Puis on a la même affaire pour voyons. La vue. Le spectre. Le spectre visuel. Mais ça reste des ondes. Exact. Nos sens sont faits pour décoder les ondes. Pas tous les sens, là, mais l'ouïe puis la vue décodent les ondes. Puis on a des plages de décodage, puis des plages à l'extérieur de notre décodage. Fait infrarouge, ultraviolet, infrason, ultrason. Ouais. C'est ça. Fait que ça serait vraiment normal pour un univers inventé de dire moi je prends la règle 0 puis l'audition fonctionne de la même façon dans mon monde, c'est-à-dire que mes sophones vont être capables de communiquer avec des humains. Ouais, mes sophones, ils ont l'oreille humaine, that's it. Ouais. Surtout toi, en fait, qui travailles avec des sophones qui ont des origines animales, tu pourrais vraiment te lancer dans eux, ils entendent des choses que eux ils entendent pas. On en parlera plus tard. Okay. Ça a été dans mes réflexions, puis j'ai vraiment voulu comme pousser un peu cette question-là, mais c'est une boîte de Pandore de démiurgite, là. Maison. Parce que j'ai 25 sophontes qui viennent d'espèces animales différentes. En tout cas, fait que tout à l'heure, on en parlera. Partons avec la règle 0, oreille humaine. Bon, comment ça marche qu'on trouve que des sons sonnent bien selon la physique? Mais c'est-à-dire que quand on prend, là, je vais essayer d'être pas dans le jargon, là, mais quand on prend un son pur, là, une note de musique, mettons un instrument qui fait une note de musique, chaque son, puis ça échappe, même l'intention musicale échappe à ça. C'est juste physique comme phénomène. Si je prends mes clés et je les lance à terre, le son qui va être généré va être composé d'un son qui est fondamental, qui est comme le son le plus présent, qui est une fréquence qui est la plus présente. Mais dans cette fréquence-là, il va y avoir une séquence d'harmonique naturelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais prendre ma fréquence de base, puis dans celle-là, je vais pouvoir, mettons, la doubler, la tripler, la quadrupler. Puis il va y avoir tout un spectre de son qui est caché en arrière de mon son fondamental. Fait que ce que tu dénotes comme... T'as jeté tes clés à terre, puis ça fait... Puis là, tu dis, la note fondamentale, c'est 1. Ouais. Mais en réalité, dans cette note-là, il y a des harmoniques cachées qui sont d'autres notes très petites qu'on entend un petit peu, mais à peine. C'est un mélange, dans le fond. C'est un comment on appelle ça? Un assemblage. C'est un assemblage de fréquences différentes qu'on appelle les harmoniques ou les harmoniques naturelles. Fait que dans le fond, je vais avoir naturellement dans ces harmoniques-là, mettons qu'on prend un son qui est une onde, qui est une vibration par seconde. Si je la double, ben, je vais toujours atteindre l'octave de ce son-là. C'est-à-dire Do grave, Do aigu. Puis là, sur un piano, je peux venir chercher plein de Do. C'est un son... Le son doublé est tellement semblable au son fondamental que nous, dans notre définition de la musique que les humains ont prise, on a dit, hey, tu sais quoi, on va lui donner le même nom. Il est juste plus haut. Un Do, c'est un Do, un Ré, c'est un Ré. Son octave, on dit que ça répète le même son, mais dans l'aigu. Oui, bien, c'est assez facile à comprendre aussi parce que dans le fond, si on prend un nombre de vibrations qui est un multiple de ta vibration fondamentale, mais dans le fond, ma première qui fait 20 vibrations, elle s'emboîte naturellement avec celle qui en fait 40. C'est-à-dire que chaque
creux, chaque crête vont se retrouver à se croiser Aux au même mêmes endroit. places. Donc, ça va générer 2 sons qui n'ont aucune friction. Mhm. Fait que si je te joue plein de do ou plein de la ensemble, ben ça fait pas de friction. Mais dans ce son-là, si j'en prends juste un son, il y a quand même un bouquet de plein d'autres sons qui sont là, mais à différents degrés. Il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont moins forts. Fait que cette séquence d'harmonique-là, au début, elle commence large, puis on reste dans les octaves. Mais rapidement, il va apparaître une quinte. Fait qu'on commence déjà à avoir le concept d'avoir plusieurs sons superposés, Ouais. juste quand on joue un son. Puis, on va retrouver... La quinte étant une autre note carrément, mais qui Ouais. est tellement là, qui fonctionne, qui se marie très bien avec ta note avec ta fondamentale. fondamentale. Fait qu'on est encore dans ce qui est consonant. Dans le fond, c'est au niveau du nombre d'ondes, est-ce que c'est la moitié? Ah non, c'est 3 sur 2 de ta fondamentale. Tu m'en poses une bonne. Ouais, là, parce que si tu divises la fondamentale en 2, tu as l'octave. Ouais. Mais si tu fais 3 sur 2 de ta fondamentale, tu as divisé comme en tiers, dans le fond. Là, tu as ta quinte. Bon. Puis là, etc., tu continues, puis tu as ta carte, puis tu as ta whatever. Ouais. Mais rapidement, dans la séquence des harmoniques naturelles, là, si on prend comme, mettons, les 14 premiers, on a notre son qui se décuple à l'octave plusieurs fois, Uh-huh. mais il commence par apparaître une quinte. Puis à un moment donné, il commence par apparaître une tierce. Fait que plus on étire notre séquence d'harmonie... Plus tu vas chercher des notes qui sont de plus en plus dissonantes. Ouais. Puis à un moment donné, tu arrives à un point où ça ressemble tellement à ta note originale que tu dis, bon, ben finalement, j'ai rejoint mon prochain do. Ouais. Mais sans perdre tout le monde, là, pour moi, ce qui est important de retenir de ça, c'est que c'est un phénomène physique. Fait que rapidement, les premières personnes à souffler dans un corps se sont rendus compte que naturellement, en modulant la vitesse à laquelle on vibre nos lèvres dans l'instrument, ben c'est ces notes-là qui vont apparaître. Fait que, oui, on a une façon de faire de la musique avec un son à la fois, qui est comme monophonique, mais le concept que la quinte, elle est agréable à l'oreille, ben c'est physique. C'est parce que au niveau des vibrations, les courbes vont s'épouser, vont se marier plus efficacement, puis ça va créer un son qui est consonant. Fait que les premières polyphonies à apparaître, dans le fond, moi, je m'imagine que dans un monde où la physique fonctionne comme dans le nôtre, ça va être ces notes-là qui vont apparaître. Fait que la quinte, la carte. Puis si je me rappelle bien, là, me semble que beaucoup de la musique plus antique, la Grèce antique, etc., harmonisait en quinte, en quarte, puis pas en tierce. Ouais. Parce que la tierce, sur le tempérament pythagoricien, la tierce était dissonante. Puis il a fallu d'autres accordages différents pour permettre la tierce. Toute la musique moderne se fait en tierce. Ouais. Beaucoup. Oh oui. Mais ça, c'est avec notre accordage moderne. Mais des accordages plus antiques où ce que c'était vraiment diviser la corde en 2, puis en 3, Ouais. puis en 4, c'est les cartes puis les quintes qui sonnent bien. Ouais. Fait que tu avais souvent cette sonorité-là de fondamentale et quinte qui se suivent. La musique médiévale a souvent ça aussi. Ouais. Mais pour nous, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu musique qui sonne pas normale à nos oreilles. Ouais, ou déjà, rapidement, on peut évoquer le concept là, comme d'antiquité ou de Moyen-Âge en jouant avec ces sonorités-là. Tu sais, on a le fameux... Faire une mélodie puis tu suives avec la carte, ça Ouais. sonne pas du tout moderne. Puis on a le fameux... le gars qui annonce le roi là, avec son clairon. Ben, lui, avec son clairon, il est comme... il est attaché avec cette séquence d'harmonique-là parce qu'il y a un tuyau d'une longueur donnée. Puis sa seule façon de moduler le son, c'est de changer sa... De doubler sa vitesse puis d'aller chercher l'autre note au-dessus. Fait que ça fait fondamental, quinte, octave, haute quinte ou je sais pas quoi. Fait que tu vas avoir, mettons, do, sol, ré comme option. Puis mais rapidement, tu peux aller chercher d'autres sons, mais au début, les sons proches, ça va se promener par saut de carte ou de quinte. Là. Fait que, Puis ça, tout de suite, je peux proposer quelque chose en termes de xénomusique. Mais une affaire dans mes recherches que j'ai trouvée, puis j'avais jamais vraiment pensé, mais ces timbres-là que ces instruments-là ont, puis qui développent des harmoniques naturelles sur les quintes, les cartes, whatever, c'est vrai et c'est le cas de la voix humaine, des vents, puis des cordes. Ouais. C'est pas le cas des percussions. Non. Donc, il y a des musiques, il y a des cultures musicales dans le monde qui se sont développées avec
pas du tout nos 12 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et les dièses et bémol, mais d'autres affaires parce que ça respecte des harmoniques de, par exemple, des métallophones, comme le gamelan indonésien. Ouais. Fait que là, c'est des notes qui ressemblent pas du tout à nos notes, qui sont vraiment à mi-chemin entre deux notes, des quarts de ton, des trucs de même. Puis c'est une gamme à 7 notes, mais c'est pas nos notes pantoute. Yes, exact. Fait que ça, c'est intéressant d'aller fouiller là. Parce qu'un instrument, mettons, à lame ou un instrument de percussion qui va avoir des surfaces différentes que tu vas frapper, ben dans le fond, ce qui va déterminer le son, ça va être la longueur de ce morceau-là, mais aussi la matière qui a été utilisée pour le faire. C'est-à-dire que, mettons, on prend comme un triangle. Tu sais, tantôt, je te disais qu'un son était composé d'un paquet d'harmoniques, mais quand on joue mettons, un violon, ben la fréquence fondamentale, elle est là vraiment forte, puis les autres sont là en petite quantité moindre. Okay? Puis ça, c'est comme la recette de ton timbre. Le timbre étant l'identité ce qui fait que tu reconnais acoustique d'un instrument. Exact. Ce qui fait que tu sais que c'est un violon quand tu entends un violon. Ben, on serait capable là, d'analyser chaque fréquence, elle est là à combien de pourcentage. Puis ça, c'est l'identité sonore du violon. Ma voix versus ta voix. On a chacun notre recette. Oui. Puis il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais on ne dira pas laquelle, vous pouvez voter. On va mettre un pôle. Mais mettons un triangle. Peu importe la grosseur du triangle, c'est comme un hot mess d'harmonique. Comme quand tu échappes tes clés. Ouais. D'ailleurs, tu les as toujours pas ramassées dans cet exemple-là. Okay, à la fin de l'épisode, je vais me pencher. On se met une note, fin de l'épisode, tu ramasses tes clés dans l'exemple. C'est ça. OK, c'est bon. Fait que, anyway, je ne veux pas rentrer dans le jargon trop complexe, mais... Fait que le métal fait ça. Oui, exact. Donc, un glockenspiel a complètement une autre séquence? Oui, absolument. OK. Ouais. Puis le glockenspiel, en tout cas, tu remarqueras que si... Je regardais si j'avais le tien encore. C'est toi qui l'as, mon glockenspiel? Je pense que oui. Ça fait des mois que je me demande, il est où? Il est pas dans mes affaires. OK, c'est bon. Il se passe des trucs intéressants avec des instruments comme ça, métalliques, mettons, au niveau de la résonance quand on joue plusieurs sons ensemble. Mais tu peux t'imaginer que chaque son a sa séquence d'harmoniques qui vont interagir ensemble, puis qui peut même comme générer des nouveaux harmoniques. Puis quand tu as un instrument qui est avec une matière comme ça, qui a un son, je vais dire, comme moins pur, là, mais quand on se met à les superposer, des fois, il se passe des trucs. Les cloches d'une église, mettons. Ouais. C'est tough d'identifier des notes, puis ils sont comme entre deux affaires. Ouais. C'est ça qui fait que c'est super reconnaissable. Ouais. À un moment donné, j'avais voulu ajouter un son de cloche d'église là, dans un recording. Je pense que c'était peut-être avec Grand Héron. On va mettre des cloches. Puis quand on l'avait mis des cloches sur les bonnes notes et ça faussait. Ouais. C'est informatisé. C'était les bonnes notes. Il était au cent près. Mais ça faussait au bout. Puis c'est à cause des fréquences harmoniques. Ouais, puis ça, la forme de la cloche va contribuer à ça. Le fait que c'est beaucoup de métal. Le fait que c'est frappé par... Bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle l'intérieur, là, mais le fait que c'est frappé par un maillet qui est en métal aussi. Fait que de jouer avec ces textures-là, ça peut être intéressant. Si tu fais de la musique qui vient d'un autre monde. Oui. Là, tu viens de me... Je sais comment ça s'appelle, cette patente-là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Puis là, ça va me gosser pendant tout le reste de l'épisode. Écrivez-le dans les commentaires si vous savez comment ça s'appelle, le maillet de la cloche. Aussi, si vous voulez mettre votre nom pour la pétition pour que Julien me donne mon glockenspiel et voter pour notre meilleure voix. Tout ça se passe dans le Discord. Il y a des pièges. Il y a des pièges quand on fait de la musique pour un autre monde. Ouais. Puis je pense que le piège numéro 1, c'est de tomber dans la musique du monde. Ah ouais, de faire genre le stéréotype de la musique arabe. Ouais, ou asiatique. Ouais. Ou, tu sais, genre, je vais aller puiser de la musique traditionnelle chinoise pour mon peuple de Sophon. Moi, en tout cas, mettons que j'écoute un film qui se passe dans un monde inventé, puis qu'on beurre épais sur musique du monde. Il faut que... Même, je dirais, si tu prends inspiration, je suis pas entièrement en compte, tu prends inspiration, mais tu le fais, tu le promènes, tu l'amènes ailleurs. Mais c'est une autre chose que ton univers est absolument spécifiquement rempli d'orientalisme problématique. C'est ça. Avec des chapeaux de rizière. Puis la seule tune que tu entends, c'est... Là, tu fais comme on a un problème ici. Là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tu peux t'inspirer. Moi, par exemple... T'as déjà joué à Breath of the Wild, Zelda? J'ai jamais joué à Breath of the Wild. Okay, mon éducation. La trame sonore, on a déjà parlé de Zelda ensemble, puis vous avez avoué à Annie et à moi que t'étais pas très Zelda. Non. Mais la trame sonore de Breath of the Wild
est très cool. C'est de la musique orchestrale, enregistrée en studio, mais avec des instruments. Le choix d'instrumentation et les arrangements sont avec des instruments traditionnels japonais. OK. Entre autres, le shakuhachi. Ouais, shakuhachi. Nice! C'est un mot. Ouais, c'est une flûte japonaise. Flûte japonaise. Le son de ça, mon ami, c'est tellement vaporeux, c'est breathy, là. T'entends la respiration à travers le timbre. Et pour moi, quand cet instrument-là kick in dans la trame sonore, peu importe t'es où dans le monde de Breath of the Wild, mais t'es dans Hyrule, puis là t'arrives à quelque part, puis c'est un peu plus un lieu traditionnel comme le village de Kakariko, quelque chose de même. Là, la flûte shakuhachi rentre, puis c'est vraiment, ça transporte. Moi, j'écoutais ça, puis j'étais comme, j'ai le goût de composer avec du shakuhachi pour donner vraiment un mood particulier, mais pas nécessairement dans la gamme utilisée par la musique japonaise, right? Ben, Fait que tu joues autour. ce qui est fou avec le shakuhachi, puis en fait, le monde des flûtes, là, Uh-huh. parce qu'on s'entend qu'une flûte, c'est un concept assez simple puis qui est très ancien. Là. C'est probablement, après la voix puis les percussions, l'instrument qui est apparu en premier. Là, Oui, tu sais. c'est ça. Puis ça se fait comme naturellement dans le monde. Et moi, j'ai fait beaucoup de bateaux. Là. Il y a une corne de brume sur le bateau, sur mon bateau viking. Il y a littéralement une corne d'un auroch. Là. Mhm. Puis tu peux souffler dedans puis faire puis c'est vraiment cool. Mais aussi, si tu la mets au vent pendant que tu fais route, elle souffle tout seul. Malade. Fait que comme une bouteille de bière, ça se découvre naturellement dans une culture sans vouloir faire de musique que certaines formes, avec le vent, vont produire des... Ben, le fait que ce soit comme super simple comme concept, ça fait que c'est apparu dans plein de cultures, à plein d'époques différentes, de plein de formes et de façons différentes. Je serais Fait que, curieux de savoir s'il y a une seule culture musicale sans vent. ben, on peut considérer que la voix, c'est un vent, mais mettons sans flûte, ça serait surprenant. Puis tu peux vraiment varier. J'imagine que tu connais pas Pedro Eustache. Non, mais c'est un fucking bon nom. Ben, J'adore son nom. c'est un flûtiste. Si tu écris son nom sur YouTube, tu vas voir comme sa participation dans plein mettons, de concerts de musique de jeux vidéo. Ok. Ou, il a travaillé avec Hans Zimmer, OK. le compositeur de musique de film. Ouais. Puis il est comme... tu le vois jamais avec la même maudite flûte. Là. Il y a tout le Il temps... joue toutes les flûtes. Il y a tout le temps une affaire comme pas rapport, là, une affaire que tu n'as jamais vue. Là. Des bois, pas des cuivres. Toujours des bois. Toujours des bois. Ouais, c'est vraiment un flûtiste. Puis il va chercher des timbres, des couleurs qui peuvent être vraiment, vraiment exotiques. Puis le shakuhachi, tu sais, comme la tradition du shakuhachi, c'était de jouer, mettons, dans un temple où tu as une acoustique avec beaucoup de réverbération. De faire une musique qui n'a pas de métrique, ça, c'est une autre affaire. Là. Ouais. Une musique peut avoir une pulsation, une métrique donnée, mais il existe beaucoup de musique humaine qui évacue complètement le concept de métrique. On parle beaucoup de notes depuis tout à l'heure, Ouais. mais ça, c'est l'autre moitié de la game de créer de la musique puis de faire de la xénomusique aussi, c'est de définir ce paramètre-là. Comment va fonctionner ton rythme? Puis est-ce que ta musique est hautement rythmique, très peu mélodique, ou hautement mélodique, très peu rythmique? Là, je dis mélodique, mais on parle de mélodie, mais on peut parler accords aussi, les harmonies puis tout. Ouais. Mais la rythmique, dans certaines cultures musicales, c'est bien plus important que les notes. Ouais. Et même, je dirais que dans la musique moderne, c'est devenu le cas. Dans la musique moderne, oui. Ouais. Ben oui. Depuis ben oui. le hip-hop. C'est pas pour rien qu'on dit comme ça, c'est un bon beat. Ou... Ouais. Ouais. Plus important, oui. Plus simple aussi, mais oui, plus important. Mais ouais, je pense que c'est une question que tu peux te poser. Puis il y a des raisons, des fois, pourquoi la musique, elle n'a pas de métrique. Ça peut être plus méditatif, une musique qui est libre. Ouais. Tu peux décider, rubato, là, tu peux décider d'accélérer un passage, de ralentir un autre Rubato passage. veut dire joue librement à travers le C'est temps ça. sans être sur un clic. Ouais. Ben, fait que moi, j'encourage vraiment notre auditorat à aller explorer un peu la musique, justement, de shakuhachi. Ça amène aussi... Vraiment, c'est fou la musique et les instruments. Là. Ça amène aussi... Tu sais, c'est rare les instruments que tu te dis, cet instrument-là, on le joue à cet endroit-là. Ouais. Fait que genre, le shakuhachi, c'en est un. Là. C'est vraiment un instrument que j'associe au temple parce qu'on veut aller chercher
une queue à notre son. On veut qu'il y ait un écho. On veut qu'il y ait une réverbération. Tu veux un delay naturel. Ouais, fait que la xénomusique, c'est aussi penser à l'acoustique de ton univers. Est-ce qu'il y a des endroits clés qui peuvent avoir une sonorité clé puis associer des instruments à ça? Je pense que ça nous mène naturellement vers un autre point important de la création musicale en démiurgie, qui n'est pas du tout technique ou musical, Ouais. mais qui est l'aspect social. Dans quel contexte est-ce que ta culture de Sophonthe consomme, utilise la musique? Donc, est-ce que tu es dans un univers où les artistes sont une propre catégorie de personnes et l'auditoire, le public est une autre catégorie de personnes, ou est-ce que ces rôles-là sont mélangés? Je pense, entre autres, à un hymne national. Dans un contexte d'État totalitaire, tout le monde doit mettre la main sur le cœur et chanter ensemble, et l'acte musical n'est pas du tout dans l'écoute de l'autre, il est dans la confession de foi de chacun. Ouais. Il faut que tout le monde, tous les enfants chantent, parce que c'est ça la consommation musicale de cette culture-là. Ou le contraire, dans une théocratie, seuls les prêtres peuvent faire la musique et les gens qui ne sont pas divins en communication Comme dans avec Dieu. Chance of Sinner, mettons. Comme dans Chance of Sinner. Fait qu'il y a des rôles associés à... Fait que tu parles de lieu, pour moi c'est ça aussi. Est-ce que la musique est réservée au temple et de faire de la musique profane, c'est proscrit dans ta culture? Ou est-ce que il y a que les bardes qui ont le droit de faire de la musique et puis c'est un truc qui se passe de génération en génération, et puis pour tous les autres, c'est vu comme une forme un peu de magie, à la limite du sacré, mais même ça peut être, tu sais, il y a des superstitions comme si tu fais de la musique puis t'es pas un barde, t'as une malédiction. Tu sais, on peut jouer beaucoup avec le rôle des acteurs de la musique. C'est une belle soupe créative, là. Et en lisant un texte écrit en 2015 par Bill McGraw de Artifaction, Ouais. j'étais tombé sur un texte, puis il définissait, il disait, en musique, puis lui, il a un doctorat en musique, là. OK. C'est son truc. Dans son texte, il définissait qu'il y avait 3 rôles. Dans ma tête, il y en a toujours 2, tu sais, artiste et auditoire. Il y a médiateur. Et là, ça amène à penser aussi à ça. Les mécènes. Ah ouais. L'Église qui permet que la musique existe, puis qu'il y a une caste de compositeurs d'Église, puis que Jean-Sébastien Bach peut exister parce que le clergé... Il est financé par le clergé. Exactement. Ouais, absolument. Fait que le rôle de producer, il est aussi important dans une culture, même une culture ultra archaïque. On n'est pas dans le sci-fi, puis on n'est pas dans... Mais ultra archaïque, tu as besoin de savoir, parce que la musique, c'est de l'art, puis le rôle dans ta société, peut-être que ça ne permet pas que des gens, ça soit leur job d'être musicien. Peut-être que c'est une activité oisive et ludique que tout le monde fait. Je pense aux chansons à répondre québécoises dans le folklore. Ouais, ou les chants de travail. Ou les chants de travail. Tout le monde le fait. Il n'y a personne qui est musicien. Tout le monde est musicien. Exact. Fait que ça, c'est un aspect vraiment cool quand tu fais le lien entre musique et culture. Le côté technique avec lequel on est entré dans le jeu, il est le fun. Pour moi, il n'est pas suffisant. Il faut ça aussi. Ah oui, absolument. Ben oui. Puis en plus, on cherche toujours des nouvelles idées là, pour approfondir un petit peu, donner de la profondeur à notre univers. Puis tout ce que tu viens de dire, qui finance la musique, pourquoi? Là, nous, on a un bel exemple, avec, comme tu disais, avec la musique sacrée. Mais on peut trouver n'importe quelle autre raison. Ça peut être pour des raisons de propagande. Ouais. Ça peut être contrôlé, régi pour plein d'autres raisons. Ça peut être pour conserver un savoir traditionnel. Puis la seule façon qu'on a de compter les histoires des ancêtres, c'est à travers des chants qu'on se partage sur le bord du feu à une fois par semaine avec le rituel de X, Y. Ça peut être vraiment plein de contextes où la musique vient prendre un rôle social. C'est sûr aussi que la musique classique, la musique baroque, la musique, l'époque là, des mécènes, c'est une musique de moyens. Là. Mm-hmm. Fait que je pense que quand tu es compositeur, tu veux avoir ton orchestre de 50, 60 musiciens. Là. Puis ça se fait pas si t'as pas d'argent. Non, c'est ça. Fait qu'il y a comme un genre un endroit assez fertile là, créativement pour
trouver des motivations de pourquoi un compositeur voudrait aller chercher le financement d'un mécène. Comment il gère cette relation-là aussi. Ouais, Est-ce qu'il est à fond dans sa musique sacrée ou lui, dans le fond, il cache des messages profanes dans sa musique sacrée? Ouais. Il- Est-ce qu'il y a une double vie? Puis il y a une musique profane aussi en sideline qui se permet grâce à sa musique. Puis si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de mécène, le système ressemblerait probablement à un système de bardes libres et nomades. Ces gens-là peuvent facilement passer de « Ah, c'est le fun d'un barde dans ta taverne » à eux autres, c'est des gitans qu'on méprise en tant que... Tu sais, le paysan moyen... ils les haïssent, eux autres, parce que c'est des dilettantes qui vivent sur le bras. Fait que tu peux avoir des cas de problématiques, de ségrégation, de racisme envers... je pense aux gitans, les gypsies en Europe, là, et les Roms, là, qui étaient tout le temps comme facilement des musiciens nomades. Et à plein d'époques de l'Europe des 1000 dernières années, ils se sont fait comme ramasser là, dans des contextes de guerre. C'est les premiers à partir. Fait que c'est ça. C'est pas... Il y a aussi ça. Il y a une tragédie associée à la personne qui se consacre à la musique, peut-être. Puis quand mettons qu'on revient à ce que tu parlais de barde, là, le barde qui voyage de ville en ville, le troubadour. Le troubadour. Ben, il peut être aussi la personne qui apporte des nouvelles. Il peut être aussi la personne qui fait vivre des légendes. Cette personne-là, elle voyage, elle a besoin d'un instrument qui est portatif. Elle a besoin de prendre des nouvelles de tout le monde. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça seul ou est-ce que c'est régi par une guilde? Est-ce qu'il y a un enseignement qu'il doit recevoir? Est-ce qu'il existe un endroit dans ton monde qui enseigne la musique, qui enseigne les pratiques qu'on doit avoir quand on est un barde, quand on est fait que, non, vraiment, là... Puis aussi l'association avec les autres formes d'art. Peut-être que dans ton univers, la musique est indissociable de la danse. Je pense, moi, j'ai vécu un peu en Inde, puis la musique et la danse sont de même. Genre, il y a un Kathak, c'est un style de danse sud-indien. C'est aussi le style de la musique qui va avec cette danse-là. Et dans le Kathak, la danse, elle est narrative. Elle raconte des mythes fondateurs de la religion. Fait que religion, danse et musique, c'est une seule et même affaire quand tu vas voir un show de Kathak. C'est vocal, hein? C'est vocal, puis il y a comme un caller. Ouais. Puis pour moi, c'est pas nécessairement loin de l'opéra pour l'Europe. Ouais, absolument. Parce que tu racontes une histoire. Écrire un libretto, là, pour les gens qui consomment de l'opéra, libretto, écrire le libretto, c'est être dramaturge et compositeur et planifier les mouvements associés sur scène. Ouais. Fait que c'est comme... Est-ce que ton art, comme ça, est un Gesamtkunstwerk, qu'il appelle? T'as-tu déjà entendu ça? C'est Richard Wagner qui définissait comme une vraie forme d'art totale avec tout. T'as le costume, t'as le jeu, t'as la musique. Ouais. Fait que est-ce que ça, c'est la forme d'art qui prend place dans ta culture? Et si c'est le cas, wow, que c'est sûr que c'est sacré. Là. C'est sûr qu'il y a une forme de sacré associée à ça. Parce que tu m'amènes sur une bulle, là. On a décidé de faire l'épisode sur la musique, mais dans le fond, on aurait pu faire l'épisode sur l'art. Ça me fait penser à un truc, Perdido Street Station. Tu connais-tu ça? Tu m'en as déjà... Ben, j'ai déjà entendu parler de ça. Je vais massacrer son nom, mais c'est écrit par China Melville. Ouais, China Melville. Puis, Mainville. Mainville? Je sais plus. En tout cas, on le mettra en bas là, avec une correction. Là. Mais il y a un peuple de Sophonte dans son univers, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais ils ont comme leur tête, c'est comme un petit peu, ça ressemble à un insecte. OK? Puis eux n'entendent pas. Ils n'ont pas de dispositif auditif. Puis un des personnages qui gravite autour du personnage principal, elle s'appelle Lynn, je ne sais pas pourquoi je me rappelle de son nom. Elle fait ce que plusieurs personnes de son peuple fait. Ils appellent ça du spit art. Okay. C'est comme une sculpture faite avec les sécrétions visqueuses qu'ils sont capables de faire avec leur bouche. Puis il y a vraiment une grosse partie du livre qui explore sa relation avec cet art-là, parce qu'au sein de sa communauté, c'est supposé être comme sacré. Tu es supposé représenter juste une catégorie de choses avec le spit art. Puis elle est comme un petit peu... je sais pas comment dire ça, elle est un petit peu avant-gardiste. Okay. Puis elle utilise le spit art pour faire des choses profanes, pour montrer des situations qui peuvent être un peu dérangeantes. Puis il explore sa relation avec... Fait que c'est même pas de la musique, là, tu sais. Ouais, c'est juste comme une nouvelle forme d'art
bon, ça ressemble à la sculpture, là, mais qui existe spécialement pour un peuple qui, de toute façon, ne peut pas entendre. Fait que Ouais, c'est ne ça. pourrait pas bénéficier de la musique. Moi, dans Gadin, avec mes 25 espèces à fondation animalière, j'ai ce problème-là aussi. Ben, c'est pas un problème, là, mais j'ai cette situation-là où si j'essaie de définir la musique ou même le langage, il y a des espèces que je me suis dit, il n'aurait peut-être pas développé un appareil vocal, puis qu'est-ce que je fais avec? Fait que mon peuple de fourmis marche sur des phéromones, puis il y a beaucoup de choses qui se passent à travers les phéromones. Puis moi, dans ma façon de le véhiculer dans l'histoire, je fais comme si rien n'était, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne pertinent. Tu sais, je vais sur la règle 0, on va dire qu'il a dit ça. Mais à un moment donné, je me pose la question, je fais comme, est-ce qu'il l'a dit ou est-ce qu'il l'a communiqué autrement que par la voix? Fait que c'est des questions que je me suis posées. Beaucoup d'affaires là-dedans, j'ai pas pris de décision nécessairement, mais c'est vraiment comme une question à se poser sur plusieurs affaires. Une des choses que j'ai définies, qui est la langue des Delphiniens, du peuple dauphin, a tellement une précision, premièrement, sous l'eau, dans les tonalités, puis tous les glissandos qu'on peut imaginer entre la musique, entre les vocalisations d'un dauphin, puis les chants des baleines. Tellement de précision que j'ai inventé le concept du musème, qui est un élément sémantique de langage d'oreille absolue, de ton. Fait que quand dans ton monde, dans ta phrase, tu as un... Là, je peux pas dire ré, mais imaginons que c'est simplement un ré. Tu as un ré. Le ré, il y a un sens associé. Puis un ré avec 3 cents de plus qui s'en va vers le ré dièse a un autre sens. De la même façon que pour nous, des racines de mots, puis en chinois, des lignes, des clés de lecture. Ça existe pour nous, les accents de hauteur. Là. C'est pas des éléments de sens liés à des éléments de hauteur. Les éléments de hauteur participent à la formation d'un morphème. Une partie de mot qui a un sens. Mettons, dans des langues à ton, le ton n'a pas de signification. Le ton s'applique par-dessus. Mais j'ai décidé que mes dauphins avaient tellement une précision que eux, dans leur audition, je comprends, que eux, ils ont accès à 1000 notes différentes, puis ils peuvent utiliser ça comme particules indissociables des atomes de sens. Ouais. Fait que ça, c'est un jeu que mais je l'ai pas. J'ai pas défini les 1000 musèmes, là, mais je me dis, on peut aller là aussi dans l'acoustique. Puis, ça peut leur donner quand même une capacité de transmettre un message complexe en un moment vraiment court. T'sais. Ouais. Fait que moi, j'ai 3 secondes pour te dire quelque chose, mais étant donné que non seulement j'ai accès à un vocabulaire, mais en plus, je peux jouer avec l'échelle de hauteur avec précision, ben je peux te dire quelque chose de très complexe. Très parce que, mettons, en français, on n'a absolument pas ça. C'est pas une langue à ton du tout. Fait que l'intonation, les notes qu'on prend, vont absolument rien changer, à part en prosodie, ça fait des effets pragmatiques. Genre tu sais que je te pose une question. Je suis fâché, je pose une question. Oui, toutes ces choses-là. Ouais. Mais il n'y a pas d'élément de sens lié à ça. Il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de compréhension d'un concept à travers la hauteur. Puis sur mes animaux, une des affaires que j'ai commencé à inspecter, c'est justement de 20 Hz à 20 000 Hz. Puis qu'est-ce qui fait que nous, l'oreille... Là, pour tes sophones, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Puis là, j'ai pensé à mon peuple de féliniens. Parce que il y a une étude qui est sortie il y a quelques années, en 2020, par la University of Wisconsin. C'est sérieux, là. Charles Snowden et Megan Savage se sont liés. C'est des universitaires d'études comportementales animalières. Ils se sont liés avec David Teye, un compositeur, pour composer de la musique plaisante à l'oreille féline. La musique pour chat. Pas de la musique pour des gens qui aiment les chats, parce que c'est pas le fun pour nous à écouter. Puis là, il y a une science derrière ça. La science derrière ça, c'est que... C'est pas juste Baby Shark avec des miaules. Là. C'est sur 1380 BPM. Parce que c'est la pulsation du ronronnement. OK. Puis, c'est rempli de glissando parce que les vocalisations félines aiment les glissandos chez les autres chats. OK. Fait que t'as des oui par-dessus. Puis, c'est de la musique.
C'est de la musique pour les chats. Puis ça se trouve, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a aussi un site musicforcats.com. Est-ce que tu l'as testé avec tes chats? Oui. OK, Fait vas-y. que je l'ai mis, puis mon chat, j'ai 2 chats, hein. Duke, il regardait le speaker, puis il est allé se frotter contre le speaker. Non. Ouais, il était vraiment genre nice. Puis, tu sais, Princesse, elle s'en est contre-calissée. Elle est rentrée dans la pièce, après ça, elle est ressortie, puis j'ai fait, ça t'intéresse pas? Non, ok, bye bye. Mais en même temps, elle joue du violoncelle depuis tellement longtemps que... Ouais, elle est vraiment rendue, on l'a teinté de musique humaine, je pense. Ouais. Ah, maudit accident. La princesse Yo-Yo-Ma, faut le dire. C'est ça, ouais. C'est pour ça. C'est la une blague. violoncelliste importante. Très important. Cool. Moi, On a fait le tour. T'avais-tu d'autres points importants? J'ai plein d'autres points, mais j'ai fait un texte qui inclut un petit peu les points qui me restent. Allons à ton texte, puis Ouais. peut-être en Patreon, en fin d'épisode, on peut revenir sur certains éléments de la xénomusique. Top notch. Je te passe ça. À toi. Ça s'intitule « La faiseuse de miracles ». Dans le repère du jardinier, le temps s'échappe. Je sais pas s'il fait jour ou nuit. Quand la fatigue me rattrape, je me couche à tes côtés. Je rêve que ma chaleur te réveille, que mon souffle âcre embaume ta mémoire et te ramène à moi. Dans notre berceau de pierre au sec, on s'emboîte l'une dans l'autre. Moi, la fille, sculptée à ton image. Toi, la mère, façonnée par un mystère, suspendue, soustraite au passage des années par un rituel oublié. Nos peaux se marient comme des frontières, barricadées de callosité. J'espère une osmose impossible. Que ton histoire te déserte et me pénètre. Que ton essence baroque, visqueuse et lourde de ton identité féconde mon cœur et m'éveille à ce que je ne suis pas. Mais à mon réveil, rien n'a changé. Le jardinier ne dort jamais. Mon gardien silencieux s'affaire à cultiver une variété éclectique de plantes grasses, d'arbres fruitiers et de champignons bicolores qu'il contemple par les trous de son masque de bois. Lui non plus ne pense qu'à toi. Il guide ma main, tandis que je pèle d'étranges agrumes et en suspend les quartiers pour les faire sécher. Il m'enseigne à sa façon comment préparer la décoction qui t'extirpera des abîmes de ton sommeil éternel. Lui seul sait faire appel au véritable maître de ces lieux, celui que je surnomme l'intendant entre les coulisses de notre donjon de son inquiétante bienveillance. Il purifie l'air, régule l'humidité, capture les petits animaux qui s'introduisent par accident dans la crypte et nous achemine une eau propre, à moi et aux plantes. J'apprends à tolérer, puis à apprécier sa présence rassurante. Il me devance dans mon travail et fait voyager les instruments à travers le plan de travail. Couteaux, faucilles, décanteurs et ingrédients dansent sous mes yeux et à portée de main alors que nous travaillons. Trinité de la productivité, jour après jour. À la veille de ton réveil, je suis une vieille femme. À côté de moi, tu ressembles à un enfant. L'enchantement qui te soustrait au passage du temps a préservé tes traits juvéniles, tandis que le travail acharné auquel me soumettent le jardinier et l'intendant me précipite vers la mort. Ma respiration, rauque et haletante, se module et s'harmonise à la tienne, séculaire. Je peine à retenir mes larmes quand le géant entre dans la crypte, traînant lourdement notre dernier brassin. Nos potions n'ont pas su te ramener à la vie. Ton sommeil est trop profond. Et les recettes anciennes ne conviennent pas à ta constitution, trop éloignée de la biologie artificielle. Je me suis donc tourné vers le Ster Ederlec, le vin des morts. L'intendant, jusqu'alors pudique, m'aide à soulever ton corps. Il te recouvre d'une toile pourpre aérienne et je t'emporte sans effort par-dessus l'épaule. Le jardinier prépare une attisée sous l'immense cuve qu'il vient de placer près de ton sarcophage. Sentant que les secousses de ma vieillesse m'empêchent de retirer tes vêtements, l'intendant les fait disparaître et les escamote quelque part dans son réseau. Peut-être les trouverai-je quelque part, pliés et empilés par ces agiles pseudopodes. Un gigantesque index effleure ma joue et me sort de mes rêveries. Le Ster Ederlec bouillonne et fleure la crypte du puissant parfum des épices funéraires. C'est l'heure. J'escalade le cuir rugueux du jardinier jusqu'au bord du bassin. Le vin noir crache, s'agite et fait circuler à sa surface les ingrédients plus légers. Les bicolores séchés, l'écorce de citrolune et les racines d'un ogalier qui ressemblent à des plumes. J'abandonne ta dépouille qui s'introduit dans la substance et s'éclipse dans sa profondeur d'encre. En redescendant, je lutte pour ne pas m'effondrer au sol.
Comme j'aurais aimé entendre ta voix. Mais le rituel ne s'arrête pas là. Le jardinier soulève sa cape et déploie un élutron démesuré, régalia d'une époque révolue. Son plectrum attaque une fois, puis deux, l'archet de l'élytre, laissant échapper un bourdon presque perceptible. La crypte tremble. Ta chair se détache lentement de tes os. De son majeur, il remonte rapidement le capodastre et transpose la pédale à l'octave. Le pauvre petit élutron de mousse n'est pas de taille face à l'instrument royal du jardinier. D'un geste vif, son annulaire ajoute une pression qui fait courber l'élytre. Un contre-champ se manifeste. Tes graisses sont expulsées de ta viande, se dissolvent dans la boisson et s'évaporent. Se condensent, recouvrent les murs, recouvrent mes vêtements, ma peau. Je retiens mon vomi et ajoute ma voix aux efforts du colosse élutroniste. C'est facile d'oublier, dans le chaos de nos idées, qu'on existe en deux formes, irrégularité. Le tout d'une même somme, une existence sans borne, puis l'autre un peu usée, pendra au bout d'une corde. À moins qu'elle ne s'élève, cette version de nous-mêmes, qui donne sans compter et permet d'oublier un passé de souffrance par deux multiplié, peut-être un peu par chance ou bien par destinée. Apothéose des cendres, nirvana de joie pure, ensemble enfin au centre d'un cyclone qui perdure, se noyer de bonheur dans nos larmes jusqu'au bout et planter dans nos cœurs un couteau de fer. Après, à bout de sang, on dira que c'était d'Adam, qu'encore, après tout ce temps, on s'aime sans condition. Dans le repère du jardinier, le temps s'échappe. J'arrive au bout de ma vie, à la fin programmée d'un destin sans triomphe. Recroquevillé dans ton sarcophage, je m'agrippe à tes os dénudés. Comme j'aurais aimé entendre ta voix, comme j'aurais aimé sentir ton étreinte. Le jardinier m'apporte ton essence dans une coupe de bois, que j'approche soigneusement de mes lèvres. Je ne peux supporter l'idée de ne perdre qu'une seule goutte de toi. Quand je te goûte enfin, des spasmes me parcourent et je dois m'appuyer contre les parois du sarcophage pour ne pas t'échapper. Mon corps retrouve sa jeunesse, notre jeunesse. Malgré la douleur, je te savoure. Ton histoire devient la mienne. En un instant, je te retrouve. Tu es là, en moi. Mon regard neuf, riche de tes expériences et de tes connaissances, s'ouvre à nouveau sur la crypte. À travers le temps, nous retrouvons enfin notre fidèle protecteur. Je pose une main sur son masque. Nateshte. Wow! Merci, Julien. Ça me fait Nateshte. plaisir. On revient à bien des affaires. Ouais. Trop d'affaires pour moi. Trop d'affaires pour toi. Pas le fait que je trouve qu'il y a trop d'affaires et c'est pas correct. Ok. Le fait j'ai pas été capable de suivre l'entièreté dans le sens où il y a certaines affaires que je fais c'est quoi déjà ça? Je comprends. Puis là, j'ai juste la question qui me reste en tête, puis il me faut toi pour la réponse. Ben, je peux t'éclairer assez facilement sur les différents liens avec les Mais textes précédents. avant d'aller là, je veux juste souligner que je m'attendais à ce que tu chantes. On est en musique, c'est une chanson, et toi, t'as juste lu comme un poème. J'aurais aimé des notes là-dessus. C'est une excellente façon d'amorcer notre conversation. Tu sais, mettons quand tu lis Bilbo le Hobbit ou... Ouais. Bon, il y en a des chansons. Ouais. Avec ta voix intérieure, est-ce que tu le chantes? J'ai l'impression que, par défaut, si je reconnais la rythmique, il y a comme un minimum de mélodie qui vient se placer. Mais pas moi. Sans que je veuille. Non, pas moi, en fait. Puis- Mais comme, je regardais ça, là, les premières phrases, puis automatiquement, avec oublier, je sens que c'est montant, puis avec idée, je sens que ça vient s'asseoir. Je comprends. Fait que ma lecture va faire nananana. Fait que c'est-tu des notes? Plus ou moins. Ben, en fait, je pense que c'est un bon exemple aussi pour les gens qui sont zéro musical. OK. Puis qui sont comme moi dans mon texte je veux en mettre une chanson, tu sais, parce que comme tu dis c'est hautement symbolique une chanson, comme tu disais tantôt. Fait que tu sais, je pense pas que c'est quelque chose qui doit échapper aux gens qui ont pas de formation musicale ou qui ont pas l'oreille ou qui ont pas. Fait que comme je l'ai fait là, j'ai mis mon texte un peu en retrait, je l'ai placé tu sais, pour que ça ait l'air d'un poème. Puis on sait qu'elle chante avec le jardinier. Fait que je me suis dit, dans le texte, c'est bien évidemment une chanson. Ouais. Je pense pas que ça devrait empêcher les gens d'introduire des chansons dans leur truc. En tout cas.
Puis je me serais pas lancé là, au podcast à genre chanter a cappella une xénomusique. Là. sur des notes qui font pas partie de notre définition de la musique. Ça aurait été fou. En tout cas, imagine que je pense c'est facile d'oublier dans le chaos de nos idées qu'on existe en deux formes. Irrégularité. Hey! Je veux dire, c'est pas mauvais. C'est ben. Oui, non, hein? c'est pas exactement mauvais. Hey, je veux juste te parler, premièrement, de la qualité du texte. Okay. C'est vraiment bien écrit, c'est le fun. Non, cool. Mais t'as une poésie là-dedans. Tu sais, des fois, t'as fait des trucs qui étaient un peu plus... la narrativité allait quelque part, mais il n'y avait pas une volonté à être poétique sur chaque phrase. Okay. Mais ici, on est contemplatif. Ouais. Quand même, on est très contemplatif. Et puis, ça permet à ce que je trouve que ça soit une prose qui est très sereine et en même temps méditative. Puis en même temps, il y a une intrigue qui est latente. Puis mais je pense que tu portes très bien ça. Est-ce que... en fait, dans mon début de lecture, moi, la fille, toi, la mère... J'étais comme, il vient de lire Du Ventre des montagnes. C'est le premier chapitre du Ventre des montagnes, sonne de même. Je pense que c'est pour ça que le Ventre des montagnes. Je sais, Du Ventre des montagnes, c'est de Fanny Demeule. Ouais, c'est ça. Ça fait comme 3 épisodes en ligne qu'on en parle. Tu m'en as parlé beaucoup, puis là, j'étais comme, OK. Puis là, moi, je l'ai entamé. Puis j'étais comme, c'est ça son inspiration de prose ces temps-ci, on dirait. Fort probablement, mais aussi que j'avais cette idée-là en moi que ce peuple-là, je me rappelle même plus comment je l'ai appelé, le premier peuple. Oui. Avait un concept de brève longévité, une vie courte. Ça fait tellement longtemps qu'on a parlé de ça. Je sais, ça fait genre 1 an et demi, 2 ans. Puis que ça en faisait donc une proie parfaite pour l'empereur et sa domination culturelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est facile d'effacer le passé d'un peuple qui a une courte durée de vie. Puis j'avais déjà le concept qu'elle retrouvait une partie de cette histoire-là à travers un processus que je connaissais pas encore. Mm-hmm. Mais j'avais plugué le vin des morts quand j'avais fait une genre de ligne du temps de comment les édifices se sont développés, puis les différentes migrations. Puis... Fait que je savais que par le vin des morts, il y avait une façon d'aller chercher la mémoire de quelqu'un. Fait que ton vin des morts avait jamais été placé dans un texte? Il avait été placé dans un texte qui en faisait... C'était un texte descriptif qui défilait genre... Telle tribu d'édificiers a migré vers tel endroit. Oui, comme un graphique, là. Non, c'est un texte. Ah, c'est un texte. C'était réponse d'une dormeuse à une question inconnue. Ah oui, bon. OK, parfait. Puis j'avais déjà établi le concept de dormeuse ou de dormeur. Fait que là, dans le texte, le jardinier, lui, il est quand même assez récent, c'est l'avant-dernier texte. Sixtine trouvait une dormeuse, mais qui lui ressemblait à elle, qui n'était pas un édificier. Fait que là, ce que j'essaie d'établir dans ce texte-là, c'est qu'il essaye pendant longtemps plein de façons de la réveiller, mais que ça fonctionne pas. Fait qu'à son dernier recours, c'est le vin des morts. Oui, je vois. Mais l'élément que j'ai pas compris, c'est l'intendant. Ouais, il était dans l'autre texte aussi. OK. C'est dans le jardinier? Ouais, mais je l'appelais pas l'intendant. Je me souvenais pas de lui. Fait que j'étais comme, je comprends que c'est Sistine, puis à part du jardinier qui est une grosse main. Là. Ouais. On va dire, là, pour les gens qui... OK. Pour les gens qui connaissent pas ce qu'on fait. Sur les ondes de choc.ca, le texte parlait d'une main géante qui joue de la musique. Dans l'univers de Splushkanoosh, aussi connu sous le nom de Valterra. Ouais. C'est un terme un peu moins... Non, c'est plus Valterra. Splushkanoosh, c'est comme ton truc. Là. Puis, l'intendant, c'est un autre concept un peu fucké. Ce qui fait de ce texte-là quelque chose d'un peu psychédélique. Là. Si on avait à le voir ou à l'imager, l'intendant, c'est une genre de toile, lichen, rouge. Ah! Je me souviens du lichen. Ouais, c'est ça. Je savais pas que le lichen avait comme un nom. C'était un nom aussi, genre l'intendant. Il n'y en avait pas, elle le baptise là-dedans. Okay. Elle dit celui que j'appelle l'intendant. Ah, celui que j'appelle l'intendant. Ah, ben c'est ça. Mais j'aurais jamais guessé que le lichen s'appelle l'intendant. C'est une technologie édificiaire. Oui. Fait que les édificiers sont des comment je dirais ça? Mon Dieu. Des génomistes, je sais pas. Un peuple ultra évolué qui modifie l'ADN. L'ADN, c'est ça. Fait que eux, leur intelligence centrale dans une maison, mettons, ça peut être cette toile-là
qui va te servir d'air climatisé, d'assainisseur d'air, qui va faire ta plomberie. Fait que c'est de la domotique biogénérée. C'est un Plaxmol Ouais. qui est partout Ouais. puis qui fait tout. C'est tellement utile. Ben ouais. Pourquoi tu trouves pas ça utile, toi? Non, je trouve ça Ok. utile. Je suis pas sarcastique. OK. Fait que tu sais, quand elle travaille, là, qu'elle fait ses affaires Ouais. avec le jardinier, et imagine que ça recouvre toutes les surfaces. Fait qu'elle, quand elle a besoin d'aller chercher le tournevis, il y a des milliers de... Il s'approche, mais C'est des genres de cils là, dans cette matière-là qui vont y approcher, puis elle peut le prendre. Puis là, à un moment donné, elle a soif, mais elle travaille trop, elle s'en rend pas compte qu'elle a soif. Il y a un genre d'excroissance qui s'étend du plafond fait que comme une ça paille. répond pas à ses demandes, ça répond à ses besoins directement. Genre, ça sense qu'elle aurait besoin de boire ou Ouais. ça calcule, hey, ça fait longtemps. Genre, on sait Comme plus- ton app ouais, qui c'est te un dit peu de prendre un verre occulte, là, d'eau. on sait pas comment Ok. ça marche là, dans les coulisses, mais puis à un moment donné, elle dit elle a de la misère à déshabiller la dormeuse. Mhm. Puis là, l'intendant va comme c'est comme s'il la recouvre. Puis là, genre les vêtements, oups, sont plus là. Fait que là, elle se dit peut-être qu'à un moment donné, je vais les retrouver classés. Mhm. C'est comme ton c'est The Help, genre. Ouais. Fait que là, C'est le robot des Jetsons. c'est ça. Ok. Mais en Venom, genre. Venom. C'est Venom, robot des Jetsons. C'est ça. Ok, cool. Ça aurait été bien plus clair si tu l'avais appelé de même à la place d'intendant. J'aurais pas été intelligent pour faire un texte juste sur l'intendant. Ça pourrait être un autre texte un jour. Mais là, genre, l'intendant, il est là. Puis tu sais, comme dans un mettons, un concept de jeu de rôle, est-ce que, genre, tu peux avoir une cape Mhm. en intendant? En intendant. genre, tu sais, puis là, c'est une cape qui va, genre, te protéger. Puis En prendre des intendant décisions. d'avoir une meilleure carte. Aïe, aïe. Excuse-moi. OK. Wow. Natesht. Oui. On arrive à la fin du texte, puis c'est le mot du mot. Ouais, c'est miracle. Oui. Mais c'est miracle dans la langue illégale. La langue illégale, la langue qui est oubliée des premiers peuples. Fait que, dans le fond, elle consomme finalement le vin des morts. Et La langue oubliée des premiers peuples lui revient ouais, d'un coup. elle reprend toute cette. Elle reprend toute la mémoire enfouie dans cette dormeuse-là. Tu sais. Qui est pour moi. Ça, c'est un autre lien avec un autre truc obscur. Est-ce que tu te souviens quand j'avais fait un genre de tableau de l'évolution des religions? Oui. Ben, il y avait les adeptes du miracle ou quelque chose comme ça. Mhm. Puis la prophète, c'était Nateshti. La miraculée. Ouais, ou-ish, c'est ça. là. Ouais. Puis c'était comme une genre de prêtresse qui, bon, ben, dans mon canon, c'est elle. C'est Sistine? Non, c'est Nateshti, Ah, c'est- ok. qu'elle découvre dans un sarcophage, tu sais. Ah oui, OK. Puis c'est ça. Fait que là, elle fait une apparition qui est un personnage légendaire du passé, mais Ouais. elle a été conservée. Elle a survécu Ouais, jusqu'à là. jusque-là. Ben là, elle survit à travers Sixtine. Mhm. Puis ça se passe comme un peu avant Natesht. Parce qu'on se rappelle qu'elle arrive au village de Valterreur. Ouais. Elle s'en va. Puis là, le père et sa fille qui Quand habitent elle là, revient, quand elle revient, elle répare la Ouais. statue avec un fait miracle. elle est devenue magique, puis on n'a pas compris comment. C'est ça, elle a appris Là, à tu nous utiliser donnes le comment. potentiel magique des premiers peuples. Fait qu'à la suite de... C'est pas ça un podcast. Ouais. C'est sûr que la question... ouais, les gars, vous avez un podcast, quand je me fais demander ça, puis ça parle de quoi? Ben, Jetson, Venom. ouais, c'est ça, Natesht. Fait que... Mais là, quand on termine ce texte-là, le point où on la laisse, c'est le point... c'est la personne qu'elle est devenue au début du texte. Ben, À la fin de Natesht. À la fin de Natesht. Ouais, exact. À son retour. Est-ce que t'as-tu le feeling que t'as fait le tour de Sistine dans cet interlude-là, ou entre ce moment-là puis le moment où elle revient, il y a d'autres choses pour combler l'espace dans sa construction de sa personnalité? Moi, j'ai Ben- l'impression que là, tu pourrais laisser ça là, puis après ça, on retourne avec à Valterreur. Ah, exact. Puis après ça, ben, Sistine est devenue une Sistine Nateshti. Là, tu sais. Ouais, dans ma tête, c'est ça. Dans ma tête, elle est maintenant la nouvelle représentante d'un retour à la tradition de ce peuple-là. Je me souviens quand tu nous avais livré le texte Natesht, à la fin, j'étais bien confus sur ce que Sistine était devenu, mais ça me laissait présager OK, dans Valterreur, il y a une forme de magie, puis elle est rendue magique. Ouais. Là, j'ai l'impression que le casse-tête a toutes ses pièces. Les pièces du puzzle Ouais. sont toutes là. Maintenant, je comprends Sistine. J'ai comme le goût de revenir avec le père, là. Ouais.
puis Sistine, puis les voir vivre quelque chose ensemble. Plus tard, genre. Plus tard, ouais. C'est quoi l'influence qu'elle a maintenant sur les gens de son peuple? Ouais. Mais aussi, à cette époque-là, je veux dire, l'époque où tu as fait ce texte-là, déjà, Sistine faisait un retour depuis ton premier texte. Là, Ouais. on en a fait du chemin. Moi, j'ai comme un personnage principal maintenant. Là. Ouais. Ouais. Puis c'est pas Quentin. Le frère de Sixtine. Le frère de Sistine, il y avait aussi comme... Moi, je trouve ça hot qu'elle soit devenue... OK, on va en parler, là. Si tu veux, genre, un mix and match de personnages pour faire une histoire, là. Sistine, qui est devenu, genre, niveau 20 épique, puis son frère Quentin, qui, genre... qui serait là, à côté d'elle, Il y a un PV, à hitchhiker le projet, ça serait très drôle. C'est un peu genre, tu sais, quand tu regardes La Momie, puis il y a Brendan Fraser, puis Rachel Weisz, puis il y a l'autre dude, le frère à Rachel Weisz, qui est juste là, c'est son frère, puis il est un peu dans le chemin, puis il sert pas à grand-chose, mais il est comic relief. Mais dans La Momie 2 et dans La Momie 3, il commence à connaître la game. Et ça ruine le personnage. Oui, OK, d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ça. Le fun vient du fait qu'il n'y a pas rapport là, puis il est juste comme, il a pris un billet pour la caravane Epic Run, mais lui-même n'a pas d'affaires. C'est le moldu dans Fantastic Beasts. C'est ça. Tu sais, le gars là, qui n'a pas rapport. Oui, là, ouais. que si Fantastic Beasts était bon, ça serait le fun. Ouais, mais étant donné que c'est un désastre. Ouais. Mais, le premier, j'ai pas détesté. Comment t'appelais ça? Les autres, j'ai détesté. Comment t'appelais ça dans Diablo quand tu partais avec un personnage qui était bon niveau? Leroy Jenkins. Non, je sais pas. Tu sais, il était pas bon, puis tu faisais je vais te level rush. Level rush? Je sais pas. Ça s'appelle? J'ai jamais joué à Diablo. Écrivez-nous. Ouais, écrivez-nous. Tu pouvais partir avec un personnage niveau 1 puis aller genre dans les dernières maps fucking intenses, puis pendant que tout le monde haut niveau tue tout le monde, toi tu montes de level full vite. Ah ouais, hein? Ouais. Hey, je pense qu'il faut terminer l'épisode puis pas parler de Diablo. C'est vrai. Faut aussi que tu ramasses tes clés. Oui. Ben, je vais faire ça pour les Patreons, ramasser mes clés. OK. Fait que restez avec nous, les Patreons. On garde les clés. On continue de parler de la faiseuse de miracles. On va sûrement aborder la partie musicale du texte pour continuer notre sujet. Puis sinon, ben, les gens qui nous écoutent pas sur Patreon, on vous dit au revoir. Et au mois prochain. Elle est là, la caméra. Merci, au revoir. Je sais pas, on est rendu avec 15 caméras. Bye-bye! Et là, la caméra. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.